Quantifier le stress mécanique. Et j'ai sorti une belle phrase, l'art de savoir doser l'exercice pour prévenir et réduire les douleurs. Fait que ce qui est intéressant quand tu es capable de bien quantifier le stress mécanique, c'est que tu peux non seulement diminuer tes douleurs, mais tu peux aussi en prévenir, et ce, sans que tu ailles à faire quelconque exercice de plus dans ta routine. Ce qui est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on a tout un horaire chargé. Puis, des fois, ça peut être un turn-off pour certaines personnes de dire j'ai mal, mais gars, je vais juste continuer parce que là, il faudrait que je prenne un rendez-vous puis que j'aille au masso, peu importe qui. Les gens sont déjà débordés, puis des fois, c'est ce qui les garde dans l'inaction et qui fait que leur douleur se prolonge. Fait en écoutant ça, tu auras. Puis sûr et certain, ça n'enlève pas la pertinence de consulter, puis c'est pas ça le but du tout aujourd'hui. Mais au moins, si tu as quelque chose à essayer avant, ce serait la chose que je suggère. Ensuite, je veux juste être sûr que personne ne perde son temps, fait que je vais dire les petits points pour qui cet atelier a été fait. Donc, si tu t'entraînes ou tu fais du sport et que tu es souvent freiné par une douleur, si tu continues de pousser sur ta douleur puis tu penses qu'elle va partir tout seul. Les gens qui carburent tout le temps à performer puis qui ont de la difficulté à s'arrêter, surtout vous autres, à soir, ça va être bénéfique. Tu as essayé plusieurs approches, mais ta douleur elle persiste ou revient. Fait que, un peu comme j'avais dit dans mon annonce, toutes les approches ont leur rôle et leur pertinence, mais il y a souvent un facteur manquant, c'est la quantification du stress mécanique. C'est ce que je vous montre à soir gratuitement. Ça ne coûte pas une scène puis ça ne coûte pas de temps dans l'horaire. Puis si tu es tanné de dépendre de quelqu'un pour ton propre bien-être puis tu vas être autonome, tu es sur la bonne voie en écoutant ça. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, la cause principale d'apparition de tes douleurs, comment diminuer ta douleur sans avoir ajouté d'autres exercices à ton horaire, 3 erreurs qui empêchent ta douleur de progresser, que tu fais sûrement, puis comment doser l'exercice pour travailler près de ta limite, mais sans la dépasser. C'est ça qui est important. Avant de commencer, je sais qu'il y aura plein de nouvelles personnes qui vont écouter ça ce soir, fait que je vais me présenter rapidement sans passer 1 heure là-dessus. Mais pourquoi je pense que je peux t'aider et que cet atelier-là peut t'aider? Premièrement, mon background, moi, ça fait 18 ans que je m'entraîne, que je fais de la musculation. C'est ma passion. Je pense que c'est la seule constante qui a été dans ma vie. Et je dis sans blessure. Bon, il y a des fois des petites douleurs, là, mais comme j'ai jamais eu rien qui a duré plus qu'une semaine parce que je ne sais quoi faire. Fait que en fait, je pense que c'est exactement ce que je veux apporter aux gens dans ma façon de faire. Il ne faut pas juste penser à OK, aujourd'hui, je veux lever mon plus lourd, puis finalement, tu te scrapes pour 6 mois. Il faut penser que si tu veux t'entraîner dans le long terme, il faut faire ça intelligemment. Je suis technologue en physiothérapie depuis 2017, fait que j'ai gradué à Montmorency. Ici, c'est une photo de moi avec mes profs l'année passée. On est allé enseigner un cours de ventouse à Montmorency, fait que c'était bien drôle. Puis j'étais surpris de voir quasiment tous mes profs qui étaient encore là. Fait que c'est bon signe. Puis j'étais anciennement entraîneur kinésithérapeute. Pourquoi je dis ancien? Bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que mon focus est beaucoup mieux placé si je le dirige à une place plutôt qu'à 3 places en même temps. Et c'est le choix que j'ai fait, c'est la réhabilitation, la physiothérapie. Même si j'adore l'entraînement, puis même si j'aimais bien ça, masser du monde avec mes gua sha puis mes petits instruments de torture. Puis c'est pas juste la réhabilitation qui m'intéresse, c'est la réhabilitation des douleurs chez les gens sportifs. Fait que 95% de ma clientèle, c'est des gens qui s'entraînent ou qui font du sport. Ma mission, aider les gens sportifs à ne plus être limités par leur douleur, et ce, 100% en ligne. Fait que ça, c'est important que je le mentionne. Pour moi, j'ai monté ce système-là 100% en ligne. Puis, le deuxième point le plus important pour moi, c'est vraiment permettre aux personnes qui s'entraînent de continuer la musculation pendant la réhabilitation. Trop souvent, j'ai vu des gens se faire dire d'arrêter de s'entraîner parce que, whatever, ils ont mal au dos, mal au cou. Tout ça fait juste relever d'une ignorance face à comment modifier les exercices. Fait que moi, ça, c'est mon champ d'expertise. Pour, encore une fois, 95% du monde, il y a tout le temps de solutions. Il faudrait qu'on me coupe les 2 bras et les 2 jambes là, pour dire que, OK, je ne sais plus quoi faire pour t'entraîner. Favoriser une approche qui met sur l'éducation, comme je fais en ce moment, au lieu de dire quoi faire sans expliquer pourquoi. Redonner aux gens le pouvoir de gérer leur douleur de façon autonome. Ça, c'est extrêmement important pour moi, au lieu de dépendre de quelqu'un constamment. Parce qu'il n'y a jamais, on va dire le proverbe, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Puis, dernier point, je veux donner le meilleur encadrement possible, le meilleur suivi.
Je veux tout le temps être là pour les gens puis les aider. Je veux pas juste tu payes pour un rendez-vous, tu ressors puis on n'entend plus parler l'un de l'autre. Je veux que les gens soient redevables, qu'ils sentent qu'ils ont des comptes à rendre, qu'ils ont des devoirs, qu'ils ont des choses à remettre, puis qu'ils doivent être à leur affaire, puis qu'ils prennent ça au sérieux, ce qui fait 100 fois plus de résultats dans leur prise en charge. Ceci étant dit, on commence. Fait que quand on parle de quantification du stress mécanique, ça sonne assez compliqué comme mot, mais c'est plus simple qu'on pense. Quand on parle de quantification, on parle de quantifier. Quantifier, c'est mesurer. Puis le stress mécanique, à ne pas confondre avec un stress mental, par exemple, qu'on connaît tous assez bien. Le stress mécanique, c'est tout sauf mental, en fait. C'est la force interne qui va être exercée sur ou à l'intérieur du corps pour résister à une déformation causée par une charge externe. Quand je parle de charge externe, ça peut être un poids au gym, comme ça peut être le sol qui frappe sur ton pied à chaque pas que tu fais. Et la quantification du stress mécanique, en gros, c'est l'art de mesurer la quantité de stress physique que le corps est capable de tolérer. That's it, that's all. Fait que je répète, l'art de mesurer la quantité de stress physique que le corps est capable de tolérer. C'est un art. C'est pas facile. C'est quelque chose que ça fait longtemps que je fais et je vais souvent avoir des bonnes idées de comment faire ça pour le client, mais son feedback va toujours être crucial. Ça se peut que j'ai été un peu trop vite ou trop lentement dans ma quantification de stress mécanique. Fait que c'est là que c'est important, je trouve, de travailler avec quelqu'un pour vraiment comprendre et nous l'enseigner, puis après voler nos propres ailes. Puis l'exemple du marteau qui frappe sur un bloc de glace. Fait que pourquoi une douleur apparaît? Dans le fond, c'est que la demande qu'on exerce sur le corps est plus grande que sa capacité à tolérer la demande. Fait qu'une analogie vraiment très, très simple, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais mettons que le bloc, c'est ton genou, puis le marteau, c'est les chocs que ton genou subit à chaque pas que tu fais pendant que tu fais du jogging. Si je te dis, fais 3 secondes de jogging, ben, les chances sont fortes que ton genou est très capable de tolérer ça. Fait que si tu me dis, j'ai mal au genou, puis je pense que c'est le jogging le problème, c'est rarement une question de jogging. C'est quel paramètre dans le jogging pourrait être responsable? Parce que si c'est vraiment ça la cause, je te dis, si tu jogues 3 secondes, as-tu mal? Tu me dis non. Bon, ben le jogging, c'est correct. Fait que c'est un petit peu cette analogie-là ici que j'aime faire pour que ce soit simple à comprendre. À chaque fois qu'on fait un exercice, ça donne des chocs sur les structures du corps et le corps doit être capable de tolérer ça. Et si on dépasse sa capacité à le tolérer, une douleur, du dommage va survenir. Mon analogie que je répète à tout le monde, je l'aime bien parce que c'est ce qui fait souvent rentrer l'information dans la tête du monde. Le couteau qui ouvre une plaie. Fait que là, ici, j'ai mis comme sous-titre ton épaule, puis le couteau, bench press, tennis, réno, etc. Fait que comment que j'explique ça au monde, c'est si tu m'engages parce que tu as mal à l'épaule, OK? Moi, je te donne des exercices. Ça veut dire que je te donne des moyens de prendre soin de ta plaie. Exemple, désinfecter les mains, laver la plaie. Bon, après ça, on met une petite crème, on met un bandage. Fait que toi, tu m'engages pour que je te donne ces exercices-là. Fine, jusque-là, c'est parfait. Mais si je te donne tout ça, puis tu prends le couteau, puis le soir même, tu te rouvres la plaie avec le couteau, bien, tout ce qu'on a fait risque de ne pas être maximisé en termes de résultats, parce que tu vas rouvrir ta plaie encore. Fait que le couteau, c'est l'activité irritante qui rouvre la blessure. Fait que dans ce cas-là, j'ai pris un exemple vague, qui est ton épaule, quelqu'un qui a mal à l'épaule, qui me consulte. Hey, c'est quoi, il faut que je fasse? Quel exercice? As-tu des étirements, etc. J'ai ça. Mais avant, commençons à parler de qu'est-ce qui irrite ton épaule, puis est-ce qu'on a moyen d'enlever ça? Parce que tant que tu continues de planter le couteau dans la plaie, l'efficacité là, de ce qui est à côté ne sera pas maximisée du tout. Fait que ça, c'est super important que tu sois capable, en tant qu'individu, de te poser la question, OK, souvent, bench press, c'est évident. Tu as mal à l'épaule, tu vas au gym, tu fais du bench, tu me dis que tu as mal. Parfait. Pourtant, ce monde-là qui ont mal à l'épaule puis qui savent que le bench press, ce n'est pas bon, on trouve des alternatives. Une semaine après, ça commence à bien aller. 2 semaines après, ah fuck, je me suis fucké. Là, il m'écrit, je me suis fucké l'épaule. Là, je suis allé faire un tournoi de badminton en fin de semaine. Puis là, je ne suis plus capable de monter mon bras. Là.
OK, fait que toi, dans ta tête, c'était bench press, c'est plus dans l'équation, fait que tout est good, mais tu peux aller smasher des services au badminton. C'est encore un couteau qui vient rentrer dans ta plaie. Fait qu'il faut déterminer c'est quoi les irritants. Et il faut, avant d'entamer une activité, s'asseoir un petit 30 secondes puis se demander, OK, en ce moment, je suis blessé, je suis irrité. Est-ce que ce que je m'en vais faire est une bonne idée? Est-ce que ça risque de rouvrir la plaie? Est-ce que ça risque de réactiver ma douleur? Oui ou non? Si la réponse est oui, tu choisis après ce que tu fais. Tu y vas pareil, ça se peut que ça se passe bien, mais tout est une question de probabilité dans la vie. Et moi, je mettrais les chances de mon bord, surtout quand tu es blessé et que ça te limite beaucoup. Fait que voilà ma petite analogie du couteau qui rentre dans la plaie. Il faut l'enlever de l'équation pour que les exercices et tout ce qu'on fait on the side soient bénéfiques. Ce qui manque souvent dans les approches, c'est rare qu'on considère ça quand tu t'en vas voir qui que ce soit, en physio même. C'est rare qu'ils regardent ton plan d'entraînement et qu'ils disent ça, je le vois, le pattern, je regarde c'est quoi l'exercice, ça va irriter ton épaule, changeons-le pour ça. C'est important, sinon tu travailles dans le beurre. Fait que pour résumer l'équation, le stress physique causé par l'exercice, s'il est plus grand, c'est pour ça que je l'ai écrit en gros de même, s'il est plus grand que ta capacité de récupérer soit du tendon, du muscle, de l'articulation, une douleur apparaît. Tout ça pour mener à nos 3 erreurs. La première, c'est que tu doses mal tes paramètres d'entraînement. Comme j'ai parlé du jogging tantôt, j'ai mal depuis que je fais du jogging, c'est ça le problème. Non, c'est probablement tes paramètres et ça vaut pour l'entraînement encore plus. Fait que c'est l'exemple que j'aime toujours utiliser, la balance. La balance, d'un côté, va contenir tout ce qui peut participer au stress mécanique. Fait qu'on s'imagine qu'on a des billes de plomb, puis on les met d'un côté ou de l'autre. Et idéalement, ce qu'on veut, c'est que ce soit bien balancé. Qu'est-ce qui peut faire tilter la balance trop du côté du stress mécanique? Fait que toutes les petites billes qui se rajoutent font que c'est plus lourd de ce côté-là. Quels sont ces facteurs responsables d'amener plus de stress mécanique? Parce que si ta balance est comme ça, tôt ou tard, il va y avoir une douleur. Ça ne veut pas dire aussitôt que tu fais le jogging. On va voir c'est quoi les facteurs et tu vas comprendre. Le premier facteur, c'est la fréquence. Fait que si la fréquence est mal dosée et que c'est trop, ça va tomber du bord du stress mécanique plus lourd que du côté de la récupération. Fait que comment est-ce qu'on prend cette bille-là ici pour faire c'est trop lourd de ce côté-là, je vais la transférer de l'autre bord? Eh bien, soit qu'on diminue le nombre de séances par semaine. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans mes 18 ans d'expérience puis que seuls les gens expérimentés comprennent. C'est rare que tu vois quelqu'un qui s'entraîne depuis 15-20 ans puis qui va dire « Moi, je vais au gym 7 jours sur 7, des fois même 2 fois dans une journée. » On comprend à un moment donné que c'est contre-productif. Aussi bien que tu penses bien faire, la fréquence n'a pas besoin d'être aussi élevée parce que sinon, tu te ramasses avec trop de stress mécanique un jour ou l'autre. Plus de temps entre les séances, fait qu'inévitablement, si ta fréquence diminue, tu vas avoir plus de temps pour récupérer entre chaque séance ou que tu endommages tes muscles à l'entraînement. Il faut considérer les autres sports. Fait que autres sports, point d'interrogation. Est-ce que tu fais d'autres choses? Parce que là, si on parle que tu as une douleur au genou, puis qu'on fait OK, ton entraînement, boum, 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 on gère ça, la fréquence, tout est good, mais que tu t'en vas jogger 5 fois semaine, puis que tu fais ça le lendemain d'un entraînement de jambes intense, tu comprendras que quand on parle de stress mécanique, ça comprend ce qui est au gym, ça comprend aussi ce qui est en dehors. Deuxième facteur qui peut faire peser la balance du mauvais côté, trop de volume. Qu'est-ce que j'entends par là si on veut faire tilter la balance de l'autre côté? Le volume, c'est tout ce qui est paramètres d'entraînement, le nombre de séries, le nombre d'exercices par muscle, le nombre de reps par muscle. Fait que tout ça est interrelié. Parce que si je fais 10 reps par série, que je fais 4 séries par muscle, j'ai 40 reps. Est-ce que c'est à partir de là que ma douleur arrive? Et si j'en avais fait 30, est-ce qu'il n'y aurait pas de douleur? Et si je diminue mes séries, bien inévitablement, soit que je diminue le nombre d'exercices. Fait que bref, tout ça va jouer ensemble. Quand je diminue mon nombre de séries, automatiquement, mon nombre de reps descend. Parce que faire 3 séries de 10 ou 2 séries de 10, bien, le fait que j'aille enlever une série, je viens aussi de m'enlever 10 reps. Fait que ces facteurs-là sont tous en corrélation ensemble. Et ça, ici, c'est le facteur le plus botché des gens qui s'entraînent, qu'il y en a encore qui pensent qu'ils ont besoin de faire du volume à côté,
Puis par là, j'entends un entraînement 12 à 16 séries par muscle, un entraînement de chest, puis 4 exercices de chest à 4 séries avec des supersets, puis ci, puis ça. Je l'ai fait longtemps et je ne le fais plus et il n'y a rien de négatif et que du positif qui s'ensuit. Troisième facteur, les charges. Évident pour tout le monde et pourtant. Qu'est-ce qu'on fait si on veut faire pencher la balance de l'autre côté? Ben, on diminue nos charges ou on garde la même charge, mais on augmente le nombre de reps en réserve. Ce que ça veut dire, si ton max pour 5 répétitions sur un squat, c'est 400 livres, puis je te dis, fais-moi 5 répétitions avec ça. Tu le sais, à 5, tu es à l'échec. C'est fini, tu n'es plus capable d'en faire une de plus. On s'entend que plus tu te rapproches de l'échec, plus tes reps risquent d'être, je ne vais pas dire botchés, mais mal exécutés. Parce que ça vient dur, là. 400 livres sur le dos, 5 reps, tu fais ton max. C'est sûr que ta 5e rep est faite de justesse. Ce qui peut être dangereux quand tu arrives sur un squat aussi lourd. Mais si je t'avais dit, prends ton 400 livres, fais seulement 3 répétitions, fait que tu gardes 2 reps en réserve. Tu aurais pu en faire 5, mais tu arrêtes à 3. C'est ça, des reps en réserve. Donc, des fois, ça peut être bénéfique de ne pas pousser dans l'échec musculaire, même si on entend tout le temps de pousser à l'échec. Ça, c'est un autre sujet, mais des fois, c'est correct. Des reps en réserve, c'est même bénéfique. Fait que je vais prendre l'exemple d'une cliente qui, son problème majeur, c'était ça. Elle ne savait pas comment bien doser ses activités et elle l'a mentionné direct à notre première rencontre. C'est une femme qui était dans la fin de trentaine. Elle consultait pour une douleur lombaire qui a commencé en fait à augmenter en avril 2025, mais cette personne-là a eu un accident polytrauma en 2018, fait que grosse fracture lombaire, tout un accident. Elle a eu une chirurgie, elle avait du métal dans le dos. Fait que c'est sûr qu'elle ne s'attendait pas à des miracles puis à ce que la douleur disparaisse, mais elle m'a vraiment spécifiquement demandé de l'aider à se doser dans ses activités physiques. Fait que 2 semaines avant nos débuts, elle s'est rendue à l'urgence pour sa douleur. Et elle faisait à ce moment-là de la musculation 4 fois semaine et course 4 fois semaine. J'ai souligné en jaune pour une bonne raison. Et à l'évaluation, étonnamment, elle avait une très bonne mobilité, les exercices étaient bien exécutés. Il y avait quelques petites problématiques, mais rien de majeur. Fait que ça nous indique déjà que c'était vraiment dans sa quantification du stress mécanique qu'il y avait un problème. Fait que oui, on a fait de la rehab, mais on a beaucoup plus axé sur ça. En avril 2025, elle est à l'urgence, trop de douleur au dos. En mai 2025, elle dit « OK, c'est assez, il faut que je fasse quelque chose. » C'est là qu'on se parle et on commence à travailler ensemble. Et elle voulait faire une course de 5 km. Sa course de 5 km a eu lieu en 2025, en mai, fin mai. Elle a fait son 5 km en 4 minutes par kilomètre, ce qui est un très bon pace. Elle a fini 2e dans tout son groupe d'âge, puis 13e sur les presque 5000 femmes. Fait que sa course s'est très bien passée. Elle était très heureuse. Mais ça n'a pas fini là parce qu'on a continué à l'aider à doser sa course parce qu'elle en faisait 4 fois semaine, puis moi, j'avais dit réduire ça à 2 fois semaine. Et elle grinçait des dents. Mais pourtant, fin juillet, elle s'est fait un demi-marathon entre elles, puis elle a fini 4e position overall, incluant hommes et femmes de tous âges. Puis encore, elle n'a pas fini, mais octobre 2025, un demi-marathon, 7e position overall, puis elle a battu son record de 10 km de 3 minutes plus rapide. Fait encore une fois, pour elle, quand j'y avais dit 2 fois semaine la course, elle pensait que ça allait nuire à sa performance à sa prochaine course. Et maintenant, elle comprend comment bien se doser. C'est ce qu'elle m'a mentionné dans le dernier message quand on s'est parlé. Elle a encore des petites douleurs qui vont et viennent au niveau du dos, mais elle est capable de mieux écouter son corps et de garder sa douleur sous contrôle. Fait que ça, c'était exactement ce qu'elle cherchait et ce qu'on a obtenu à travers la quantification du stress mécanique. Deuxième erreur, tu te reposes et puis tu recommences. Pattern assez classique. Hein? On se fait mal. Ah, regarde, je vais prendre off un peu de gym, là, je vais arrêter de faire des épaules, puis je vais recommencer tranquillement après, là, des petites charges légères. Puis finalement, tu as encore aussi mal. Fait que je vais poser la question sur cette logique-là. Admettons que tu te casses une jambe. On te met un plâtre. Puis évidemment, après 2-3 semaines, tout fait sa job, tu as pas mal. Tu n'utilises pas ton pied, il est dans un plâtre. Est-ce que c'est parce que tu n'as plus mal que tu peux te mettre à retourner courir un demi-marathon? Est-ce que c'est aussitôt qu'on enlève le plâtre, tu es en train de courir un demi-marathon? Pour tout le monde, c'est vraiment évident la réponse à cette question-là. Évidemment que c'est non. Il y a des étapes à franchir pour arriver à la marche finale.
Et ces escaliers-là représentent chaque étape avant de retourner courir un demi-marathon. Fait que jusque-là, on comprend ce concept-là quand il s'agit d'une fracture. Personne ne va se faire enlever le plâtre puis retourner courir un demi-marathon. Et pourtant, tout le monde fait la même erreur quand il s'agit d'une autre douleur. Fait qu'ici, bon, on enlève le plâtre, on met des béquilles. Après les béquilles, on prend une canne. Après la canne, on recommence à marcher sans aide, etc., jusqu'à temps que très graduellement, on recommence jogging par intervalle, de mettre les intervalles de jogging de plus en plus longs, puis finalement, travailler jusqu'à faire un demi-marathon. Fait que si on parle d'une douleur à l'épaule, pourquoi est-ce que tu te fais mal, tu benches, on va dire, 275 livres, puis là, tu t'es fait mal à l'épaule? Pourquoi est où la logique de penser, OK, gars, je vais prendre un repos, là, je ne ferai pas de haut de corps, mais aller faire un peu de jambes, je vais me reposer, je ne toucherai pas à ça. Puis, 2 semaines après, ça fait du bien, j'ai plus mal. Tu retournes à la dernière escalier, puis tu n'as rien fait des étapes entre les deux. Puis là, tu me dis, mais non, mais j'ai mis léger, tu sais, je vais aller fort, j'ai juste mis 135 sur le bench. Mais regarde, il est où ton 135? Ça reste l'exercice le plus irritant pour ton épaule. Peut-être que tu n'es pas à la dernière marche, mais tu es à l'avant-dernière. Puis il y aurait eu plein d'autres escaliers à franchir avant de retourner sur le bench, même si tu as pris léger et que tu pensais bien faire. J'ai mis d'autres exemples rapidement pour, par exemple, l'épaule. Quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais ça pouvoir bencher 225 livres sans douleur. Fait que, ici, dans le fond, c'est une petite vidéo que j'avais faite. Puis dans cette vidéo-là, je montre des alternatives. Ça veut dire, à partir, mettons que tu as super mal, une alternative vraiment facile vers quelque chose de plus dur. Fait que si tu es très endolori, tu peux probablement essayer avec un élastique puis moduler la tension selon ce que tu peux tolérer, puis faire du press comme ça. Ensuite, one arm crossover, mais la poulie avec un angle de côté. Tu peux ensuite essayer des close grip dumbbell press, ça réduit le range demandé à l'épaule. Après ça, pas mal ou presque pas mal, tu fais ton dumbbell press en neutral grip. Et ça, je le suggère à tout le monde, que tu ailles mal ou pas. Là, je veux dire, ça travaille aussi bien tes pecs, mais beaucoup plus avantageux pour ton épaule si tu as des douleurs. Fait que la morale de cette histoire-là, l'erreur 2, c'est qu'entre rien et tout, il y a des étapes. Fait que c'est beau te reposer, mais après, recommencer à faire exactement la chose qui te faisait mal, c'est pas du tout une solution viable. Ça prend les étapes entre OK, le bench me faisait mal, je me repose. Avant de retourner au bench, essayons des alternatives où l'exercice va donner un profil de résistance moins stressant sur l'épaule et on augmente ça au fil du temps. Troisième et dernière erreur, tu te fais traiter sans te traiter toi-même. Et je veux juste mettre une parenthèse, c'est correct de se faire traiter si tu te traites toi-même aussi. Seulement se faire traiter sans toi rien faire, c'est là que je suis un petit peu moins d'accord. Une analogie intéressante. Si on parle d'approche passive et d'approche active, c'est quoi la différence? Une approche passive, c'est que ça ne demande pas un effort physique de ta part. Une approche active le demande. Fait que l'exemple parfait qu'on peut comparer, c'est la nutrition. Quand on parle que, mettons, tu veux changer ton physique, l'approche passive, c'est la nutrition. Fait que tu n'as pas d'exercice à faire, tu ne fais pas du cardio, tu ne lèves pas de poids, tu comptes tes calories et tu manges mieux. Une approche active, c'est d'aller au gym puis de lever des poids. Fait que, point d'interrogation ici qui flash, pourquoi? Bien, si je te pose la question, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux l'approche passive ou l'approche active? C'est une question piège parce que la vérité, c'est que ce qui est le mieux, c'est les deux ensemble. Fait que si tu combines la nutrition et l'entraînement, c'est sûr que tu as des meilleurs résultats que d'utiliser un ou l'autre. Il y a un gros mais. Si tu avais juste un des deux à choisir, on regarde les qualités que ça peut apporter l'approche passive. Ici, ça va être la perte de gras. Tu manges mieux, tu peux perdre du gras. Mais tu ne bâtiras pas de muscles parce que tu ne soumets pas tes muscles à une résistance. Tu ne t'entraînes pas. Fait que tu ne bâtis pas de masse musculaire juste en mangeant mieux. Puis, tu ne gagnes pas de force ni de résilience. Ça, c'est exactement mon approche. Moi, c'est une approche active. Idéalement, combiner une approche passive, meilleur combo ever. Mais si on fait le parallèle justement avec des thérapeutes, OK? Fait que l'approche passive, l'exemple, ce serait la massothérapie, c'est passif. Tu te couches sur la table et la personne te fait un massage, c'est pas toi qui fais un effort. L'ostéopathie, c'en est un autre, la chiropratie et l'acupuncture. Fait que tout ce que ça a en commun, c'est ça. Tu te couches sur la table et c'est quelqu'un qui te traite. L'approche active, c'est par exemple de la physiothérapie, ergothérapie que je n'ai pas écrit, l'entraînement, du yoga,
des étirements. Fait que tout ce qui implique que toi, tu fasses de l'exercice. Fait que si je repose la même question, qu'est-ce qui est mieux entre une approche passive? Qu'est-ce qui est mieux entre de la massothérapie ou de la physiothérapie? Ben, c'est la même maudite réponse. C'est les deux ensemble, idéalement. Si tu combines les deux, c'est le meilleur des deux mondes. Mais, si tu en avais juste un à choisir, les approches passives, c'est intéressant, ça a son lot de bénéfices. Par exemple, la massothérapie, excellent, ça enlève les tensions musculaires. L'ostéopathie, ça détend les fascias, ils sont capables d'aller jouer au niveau des organes, etc. Et ça va aider pour la mobilité passive. C'est un terme pour dire la souplesse. Tu sais, tu peux améliorer la souplesse en allant masser un muscle, tout ça, mais that's it. Avec une approche active, tu peux exactement jouer sur les mêmes facteurs, en plus de la mobilité active, la force et la stabilité. Tout ça implique un effort de ta part. Fait que tu ne gagneras pas de force ou de résilience en te couchant sur une table et en laissant quelqu'un te masser. C'est un fait. Même si ça enlève les tensions musculaires. Pourquoi les tensions sont là? Est-ce que c'est parce qu'un muscle est trop faible? Si le muscle est trop faible et qu'il cause une tension puis qu'on détend la tension, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'effort de renforcer le muscle qui est responsable de cette tension-là? C'est ce que les approches actives peuvent amener au-delà d'une approche passive. Fait que moi, c'est purement une approche active. Pourquoi? Parce que je touche personne, je fais ça en ligne. Si on regarde dans l'ordre des thérapeutes que tu peux choisir quand tu as une douleur, physio, kinésiologue, chiro, ostéo, masso, acupuncteur, il y en a d'autres, là, mais les principaux sont là. Tous ces thérapeutes-là peuvent jouer sur la mobilité passive, la souplesse. Si on rentre dans la deuxième étage de cette pyramide-là, soit dit en passant, cette pyramide-là, c'est la pyramide des 4 composantes absolument essentielles à maîtriser pour, je vais dire ça comme ça, guérir une blessure, une douleur. Si on monte encore dans la pyramide, on regarde qu'il y a un pattern. C'est encore les deux mêmes, physio et kinésiologue. Il y a ergothérapeute aussi là, que j'aurais dû écrire. Mais l'essence est que c'est des gens qui vont te prescrire des exercices. Fait que si on veut de la force et de la stabilité, c'est ces deux personnes-là à qui on peut se référer. Puis, ma dernière phase, c'est la maintenance. Après, comment tu gardes ça dans ton horaire, comment tu t'entretiens, bien ça, c'est pas personne qui peut le faire pour toi, c'est toi. Dans tout ça, l'important, c'est de comprendre, toi, ton rôle à jouer, c'est quoi. Fait que ma méthode, avec la même pyramide, qu'est-ce qu'on fait dans la phase 1, qui est la mobilité passive, la souplesse? Dans le fond, c'est on va aller chercher ce que j'appelle des modalités antalgiques. Quelqu'un va être en grosse douleur, le feu va rouler à fond. Fait que ce qu'on veut, c'est éteindre un petit peu le feu. Si on peut donner un taping, des techniques de ventouse avec des vidéos, la personne peut se faire des ventouses à la maison, un TENS, il y a plein d'idées qui n'aident aucunement à la guérison, mais qui donnent une pause de la douleur, ce qui est quand même intéressant à exploiter quand tu as tout le temps mal. On va faire la quantification du stress mécanique à travers les modifications que je fais dans les programmes des clients, soit avec leur coach ou soit directement avec le client. Puis on va diminuer les tensions musculaires à l'aide des automassages et des étirements. Et la mobilité passive, qui est la souplesse, c'est encore une fois avec les étirements. Une fois que ce pilier-là, que la base de la pyramide est maîtrisée, là, on peut commencer à en rajouter. Phase 2, on rentre principalement dans la mobilité active. Fait à partir, là, l'étage 1, là, tout ça, tu aurais pu faire ça avec un masso en te couchant sur une table, puis en y allant au moins 1 à 2 fois semaine, si tu veux des résultats constants. Fait que le premier étage, c'est tout ce qui est passif. Mais quand on rentre dans les 3 autres étages, c'est tout ce qui est actif. Mobilité active, fait que toi, bouger le segment douloureux par toi-même. Du renforcement isométrique, fait que c'est du renforcement sans mouvement. Puis reprogrammation du mouvement, fait que le squat, c'est un exemple parfait tantôt. Ça peut être quelqu'un qui est extrêmement dominant au niveau des genoux dans son squat. On reprogramme sans charge comment reprogrammer le squat pour qu'il devienne plus dominant au niveau des hanches et moins au niveau des genoux. Tout ça se fait à travers une technique que j'utilise qui s'appelle les PELS et RELS. Fait que c'est comme de l'étirement avec une combinaison de renforcement isométrique en fin d'amplitude. On réintègre des exercices, mais cette fois-ci avec le bon mouvement. Les exercices de stabilisation, quelqu'un qui aurait mal au dos, c'est là qu'on pourrait faire par exemple de la planche. Puis finalement, modification du programme d'entraînement, bien ça, c'est pas compliqué, il va être là à toutes les étapes puisque on a enlevé certains éléments dans la phase 1. On va rajouter quelques petits éléments dans la phase 2. On va les rajouter encore, fait que modification du programme d'entraînement dans phase 3 et ainsi de suite. Dans la phase 3, ici, ce qu'on vient travailler, c'est le renforcement à fin d'amplitude. Fait que maintenant que tu t'es étiré et que tu es capable d'aller loin quand tu t'étires, c'est une chose. Dans la deuxième phase, tu dois t'approprier ce mouvement-là sans aucune aide d'une force externe. Tu dois devenir assez mobile activement. Et dans la troisième phase, on vient cimenter tout ça
en amenant du renforcement dans ce que tu as gagné dans les 2 phases initiales. C'est du renforcement dans la fin d'amplitude. Et ça se fait à travers 2 techniques que j'utilise, le loaded stretch et le active stretch. On va faire aussi du renforcement excentrique, du renforcement supramaximal et on va encore une fois modifier le programme d'entraînement. Fait que tout ça pour dire, le renforcement excentrique puis supramaximal, si tu ne le sais pas, c'est 2 formes de renforcement extrêmement stressantes pour un tendon puis un muscle. Fait que dans phase 3, on vient stresser la structure pour laquelle tu consultes, qui te causait de la douleur. On vient la stresser au-delà de ce que tu aurais pu la stresser au préalable avant ta blessure pour s'assurer qu'elle ne revienne pas comme elle était avant. Parce que si tu t'es blessé, c'est que ce n'était pas optimal avant. On veut amener une capacité supérieure à tolérer le stress comparé à ce que tu étais initialement. Puis la phase 4, c'est le maintien des acquis. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour maintenir ça dans le long terme? Parce que c'est pas parce que tu t'es donné pendant 3 phases, puis après ça, tu lâches tout, que ça va rester. Fait que dans la phase 4, ce que je fais, c'est que je viens programmer la rehab dans le workout de la personne. Fait que si la personne elle met 1 heure au gym, puis elle dit, je suis tanné, la physio, je l'ai faite 3 mois parce que j'ai embarqué le programme, c'était correct, mais je ne ferais pas ça toute ma vie. C'est parfait, je comprends ça. Fait que moi, je m'assure que je rentre dans ton entraînement qui dure encore 1 heure, 1h10 au top parce que tu fais un peu d'échauffement que je vais suggérer, mais au moins, ça fait que là, tu n'as plus de division entre ta physio et ton entraînement. Tout est ensemble et tu peux faire ça toute ta vie et être constant parce que ça ne prend pas plus de temps dans ton horaire. Fait que souvent, je le mets en warm-up. Je prépare une routine de warm-up pour le client qui va consister souvent de certains exercices qu'on avait en phase 3. Puis, sous-exploité, mais les gens, on a tous des temps de pause entre nos séries. Bien, ça ne coûte rien de faire un automassage avec une balle là, pendant ta pause de 2-3 minutes. Fait que souvent, je vais aller plugger des petits exercices, soit d'étirement ou d'automassage entre les séries et je forme une structure qui fit dans le plan d'entraînement de la personne pour qu'elle maintienne ça pour de bon.